Vous êtes bien sur le 91.9 RBS, Radio Manu Strasbourg. Et désormais, vous avez affaire à Fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Eh bien, donc bonjour à tous, bonjour à toutes, dans cette merveilleuse journée d'hiver où le marché Noël vient de commencer pour notre plus grande joie, n'est-ce pas Christian ? Tout à fait, quelle joie. Alors aujourd'hui, c'est l'équipe de base, le duo de choc, les compères que vous pouvez retrouver sur YouTube dans nos merveilleuses vidéos, sur la page Fin de séance Facebook, sur le YouTube Facebook. On ne change pas une équipe qui gagne, même si elle est réduite. Et aujourd'hui, elle n'en sera que meilleure. À propos d'équipe, on va parler de l'équipe de Robin des Bois. Qui est Robin des Bois ? Qui est-il ? Parce que Robin des Bois, finalement, on le connaît assez peu. Un film va sortir ce mercredi, Robin des Bois, avec Taron Egerton et également notre ami Jamie Foxx dans le rôle du mort. Maintenant, ils en mettent tout le temps depuis Le Prince des voleurs un peu. C'est les Américains qui respectent les quotas, peut-être. Et puis, donc, Taron Egerton, qui est la star de Kingsman Service Secret, donc qui est la jeune valeur montante du cinéma britannique. Qui est ce fameux Robin des Bois ? Parce que la plupart d'entre nous le connaissons comme le prince des voleurs. Le gentleman. Tout à fait, interprété par Kevin Costner au début des années 90, par exemple, ou Errol Flynn. Tout ça, Christian nous en parlera plus tard. Et en réalité, qui était cet homme ? C'est une légende, en fait, qui nous vient, d'outre-Manche. Et cette légende prend sa racine à peu près au XIIIe siècle. En fait, on a retrouvé même des petites amendes. Eh oui, il s'est pris des amendes d'un certain Robin Hood, donc Robin des Bois en français. Hood, ça veut dire capuche, ou bien Hoodlum le truand. Donc c'est quelqu'un effectivement d'hors la loi dès le début parce qu'il ne payait pas ses petits impôts, un petit peu comme certains de nos amis dans la politique. Oups. Et donc il payait pas ses impôts. Séance, une émission engagée. Et ça sera la seule saillie. La semaine dernière, c'était un peu plus pas engagé, mais en tout cas, on parlait de sujets un peu plus sérieux autour de la police. Un peu plus social, oui. Voilà. Je vous invite à aller retrouver le podcast si vous l'avez pas entendu. C'était fort intéressant. Donc, Robin des Bois, à cette époque, en fait, c'était surtout un paysan qui peut être parfois cruel, qui décapite les enfants, qui décapite les moines. Bon, effectivement, un mec très sympa. Et la première trace vraiment écrite qu'on retrouve, c'est William Langland en 1377, qui écrit il écrit Pierre le laboureur. Alors pourquoi ? Puisqu'au début, c'était en fait un paysan, mais un paysan propriétaire, donc un futur bourgeois, pas juste un petit paysan qui travaille à la solde des méchants nobles, chéri Nottingham et autres. Et donc il avait du pouvoir et il voulait contrer le pouvoir et pas payer ses impôts. Voilà, donc il devient un délinquant qui détrousse les gens au départ pour son propre compte au XIVe et XVe siècle. Donc pas du tout pour la veuve et l'orphelin. Et ce n'est qu'à la fin du XVIe où il devient un gentleman, comme tu as dit Christian, qui détrousse les méchants riches pour donner aux gentils pauvres. Et l'histoire recule d'ailleurs d'un siècle à ce moment-là, dans la manière de la raconter, on ne sait pas trop pourquoi. Sauf peut-être pour retrouver l'époque de Richard Cœur de Lion et des croisades, puisque c'est beaucoup plus romantique. Et puis surtout, il a été connu pas comme personnage principal, mais comme personnage secondaire dans le Ivanhoé, le fameux Ivanhoé, écrit par Walter Scott, dont toutes nos mamans, si vous êtes de ma génération, la génération 70-80, toutes les mamans étaient amoureuses de Roger Moore, et du coup, j'ai regardé la série Ivanhoé en noir et blanc fort longtemps, presque par obligation. C'était la sainte série avec Roger Moore, que j'adore puisqu'il a joué James Bond. Merci, voilà, j'ai réussi à le citer, à l'insérer. Tu l'as fait. Et je l'ai bien inséré là, oui. Mal, Merci Christian. À toi pour ton défi, mais
tu auras le temps. Tu vois. Donc effectivement, tout ça est très politique finalement, et selon les époques, on voit bien, que ça change, qu'il y a presque de la manipulation, de la propagande. Le shérif de Nottingham d'ailleurs apparaît aussi au début des premières ballades. Et au début, comme les moines et les enfants, il se fait décapiter. Donc il n'y a pas beaucoup d'histoires de flèches, il y a beaucoup d'histoires d'épées. Et en parlant de manipulation et de propagande, le cinéma dont nous parlons toujours dans cette émission, est un des arts par excellence qui, dès le début, avec Griffith d'un côté, Eisenstein de l'autre en Russie, a été un art de propagande. Et Robin des Bois a pris différentes formes, n'est-ce pas Christian ? Tout à fait. Robin des Bois est apparu très tôt dans le cinéma, mon cher Joao. Avec Robin Hood and His Merry Men. Robin des Bois et ses joyeux compagnons. En 1908, un film muet, donc noir et blanc comme on peut s'en douter. Et j'ai une info qui ne sert à rien par rapport à ce film. Je peux te dire que la pellicule 35 mm mesure 151 mètres. Et voilà, et ça ne sert à rien du tout. Mais je suis content de l'avoir dit celle-là. Et tu sais qu'à fin de séance, nous aimons les informations qui ne servent à rien. C'est ça, et je ne sais pas se dire que c'est la durée du film, 151 mètres, mais en durée réelle, je ne sais pas. Bon bref. La longueur du film, littéralement. C'est la longueur du film, c'est la longueur du film, littéralement, exactement. Je trouvais ça rigolo, poétique comme info. C'est très bon. Ensuite, nous avons un autre Robin des Bois en 1922 avec Douglas Fairbanks qui l'a produit et qui joue dedans. Et j'en parle parce que c'est le premier Robin des Bois avec cette vision que nous avons aujourd'hui du Robin des Bois. C'est-à-dire, aujourd'hui dans les années 50, 60, 70, avec son col en verre, tu vois, et tel qu'on peut le voir dans OSS 117 lorsque Jean Dujardin se déguise, voilà, avec ce truc, ce chapeau à plumes fort connu. Mais je vais parler moi juste de 3 Robin des Bois qui ont à peu près, qui sont séparés chacun de 30-40 ans. Et qui correspondent à leur époque vraiment. Les aventures de Robin des Bois déjà, un film américain de Michael Curtiz et William Kangley qui est sorti en 38 avec ton ami, ton héros Errol Flynn et Olivia de Havilland, le couple phare de l'époque. En fait, l'idée de faire un film en couleur à l'époque était déjà assez rare. C'était principalement pour les comédies musicales et les très gros budgets. Et donc là, les producteurs ont décidé d'en faire un film aussi en Technicolor trichrome. Et puis ça va s'avérer payant parce que c'est une un gros succès, quoi. Donc le début de la production se déroule et puis le premier acteur pressenti, James Cagney, rentre en conflit avec le studio avec qui il refuse à travailler après 2 ans tellement qu'il s'est pris la tête avec le studio. Donc il laisse le rôle de Robin des Bois vacant et donc voilà, Captain Blood venait de sortir avec Errol Flynn, ce qui l'a propulsé sur le devant de la scène et donc du coup le studio jette son dévolu sur la star du moment pour jouer Robin Hood. Voilà, le Warner décide de confier d'abord le film à un réalisateur, donc je disais William Kegley. Il commence le tournage, mais au bout de quelques semaines, il commence à tourner des petites scènes parce qu'il commence à souffler un peu. Tu vois, il est un peu crevé, c'est un peu un fainéant. Et le studio regarde les rushs et dit mais qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a pas de panache, il n'y a pas d'action. Donc il décide de le virer et de prendre Michael Curtiz à la place pour le remplacer et donner un nouvel élan au tournage. Curtiz, en plus de tourner, ce qui n'a pas encore été fait, reprend également certaines scènes et les reshoot. Pour cela, il emmène son équipe non loin de Los Angeles, à Lake Sherwood, en Californie. Là où Douglas Fairbanks déjà avait tourné son Robin des Bois, donc dans le même lieu. Le réalisateur réussit à insuffler une nouvelle énergie aux techniciens et aux acteurs, n'hésitant pas à malmener ses vedettes, mon ami, comme lors d'une scène sentimentale, lorsqu'il crie à Errol Flynn « Ne la tenez pas comme une pomme de terre chaude, écrasez-la ! Vous lui briserez peut-être une côte, c'est très bien, ça va faire une très bonne scène. » Voilà. Donc, sympathique. Mais le Hongrois est sympathique et Michael Curtiz aussi. Donc, nous sommes maintenant en 91 et nous retrouvons qui ? Kevin Reynolds qui réalise son Robin des Bois, Prince des voleurs avec notre ami Kevin Costner et Morgan Freeman et Alan Rickman aussi dans la distribution. Ça y est, il y a un mort dans l'histoire. Ça y est, c'est le début, c'est le premier. Alors, qui réalise ce film ? On le sait tous, c'est Ridley Scott. Son histoire commence, voilà. Alors, son histoire... Ah non, pardon, excusez-moi. Oui, oh, non, alors, non, attention. Là, t'étais à Kevin Reynolds. Je suis à Kevin Reynolds. Avec le mort, parce que dans là, j'ai sauté une étape. Ouais, dans le film de Ridley Scott, c'est un peu différent. Voilà, mais parce que je passe très vite sur le... On s'en fout. Ce film est nul, donc voilà. Non, je voulais juste dire que c'était à une époque où il y a eu deux projets Robin des Bois qui sont sortis en même temps. Oui, l'époque de Robin des Bois, Prince des voleurs. Prince des voleurs. Pour remettre dans le contexte. Ouais, remettre l'église au milieu du village. Je vais pas vous dire pourquoi je suis fatigué, mais je suis fatigué. Ne le dis pas, merci. Merci. Voilà, alors, ce film-là, évidemment, réactualise, enfin pour l'époque, pour les années 90, donc le mythe de Robin des Bois. On retrouve Kevin Costner qui n'a plus le costume
qui est de vert au collant saillant. Donc c'est un peu plus réaliste. Voilà. Et moi, ce que je retiens de ce film-là, c'est surtout la performance d'Alan Rickman, qui normalement, je l'adore. Et là, ils l'ont laissé faire cabotiner en roue libre. En roue libre. Et voilà. Et évidemment, l'excellente musique de notre ami Bryan Adams. Voilà, que tu adores. Bon. Oh oui. Non, mais je voulais, voilà. Et donc, je reviens, excusez-moi, sur le Ridley Scott maintenant. Donc là, on est nouveau 30 ans quasi plus tard, enfin, en 2010. Et alors là, c'est intéressant parce que son histoire commence par la mort de Richard Cœur de Lion. Et voilà. Et là, le début du règne de Jean d'Angleterre. Donc voilà. Le cadre est situé dans un cadre, le récit, pardon, est situé dans un cadre plus historique que le précédent. Mais bon, l'histoire reste fictive, on le sait. L'originalité, annoncée au départ, tenait tant au fait que Russell Crowe devait y incarner à la fois Robin des Bois et le shérif de Nottingham dans la première mouture du scénario, donc ça aurait été rigolo, mais non. Il a été ensuite question d'un triangle amoureux entre Robin des Bois et le shérif et Lady Marianne, et ça a été révisé aussi. Attiré par le personnage de Robin des Bois depuis son enfance, Crowe s'est très vite intéressé au projet, même s'il n'aimait pas trop le scénario initial. Il a passé 10 mois à lire des livres sur le personnage et a déclaré « Ça doit être la meilleure description jamais faite de Robin des Bois. Autrement, je devrais m'atteler à autre chose. » Tu vois. C'est-à-dire qu'il veut vraiment, il était impliqué dans le tournage. D'ailleurs, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait acheter pour $120 000 d'équipements sportifs et de matériel de musculation pour être à la hauteur physiquement. Quel homme. Ce qu'ils avaient tous à l'époque, bien évidemment. Oui. Bien joué, Russell. Bon, c'est sacré Russell. Bon, la mise en marche du tournage a pris un certain temps retard. Pourquoi ? Parce qu'on est en 2008 et qu'est-ce qui se passe en 2008 ? C'est la grève des scénaristes. Et interrogé en taux de prise, l'interprète de Robin des Bois a décrit la production du film comme gargantuesque, la plus grosse dans laquelle il n'a jamais travaillé. Pourtant, il avait déjà travaillé avec Ridley Scott sur Gladiator. La plus grosse scène de combat, celle du combat sur la plage, a nécessité le concours d'un millier de figurants costumés et de 130 chevaux. Et voilà. Pour la pratique tir à l'arc, je finis là-dessus sur le Robin des Bois, parce que Russell Crowe s'est entraîné plusieurs mois au point d'être capable d'atteindre une cible à 45 mètres, selon les dires du réalisateur, dans une interview donnée à la chaîne MTV. Donc les $120 000 étaient bien investis finalement. Je retire ce que j'ai dit. Bien, voilà. Merci mon ami. Bon alors, les Robins des Bois, je vais t'en citer quelques-uns qui sont un peu... Bon, je vais te citer l'Ivanhoe de 52. Voilà, avec Robert Taylor et Elizabeth Taylor. Ah, quand même. Voilà. Contrairement au roman Robin des Bois, n'est jamais nommé, mais apparaît uniquement sous le patronyme Loxley. C'est son nom de famille à Robin des Bois, dans la légende à partir du XVIe siècle, ce que tu disais, quoi. Robert Taylor, c'est le deuxième acteur dont toutes les mamans étaient amoureuses avant Roger Moore. C'est ça. Ah oui. Oui, c'est vrai. Robert Taylor, c'est une icône. Mais il était magnifique. Il était magnifique. Brun aux yeux bleus, je veux dire. Et puis des yeux, ouais, c'est ça. Puis des sourcils très arqués. Ah oui. Et puis une virilité sointante. C'est vrai. Voilà. Et puis Elizabeth Taylor n'était pas un reste, mon ami. Ouais. Ah oui, mais ça c'est pour les messieurs. Voilà. Alors moi j'ai gardé encore 2-3 petits Robin des Bois qui sortent un peu de l'ordinaire. Ah. On aime ça à la fin de séance. En 1964, nous avons les 7 voleurs de Chicago, Robin and the Seven Hoods. Parodie des Robins des Bois dans le monde des gangsters de Chicago, avec notre ami Frank Sinatra et Dean Martin. Ensuite, en 1973, nous avons aussi Robin des Bois de Wolfgang Reitermann. Et Wolfgang Reitermann, tu le sais, c'est un réalisateur qui réalise beaucoup de films pour qui ? Pour ? Je dirais Disney. Disney, c'est la version animalière qu'on connaît tous, le célèbre dessin animé. Il y a un petit renard. Par Walt Disney Pictures. Alors, en 1980, nous avons Bandy Bandy, qui est un film de Terry Gilliam, le premier film de Terry Gilliam, avec John Cleese, Sean Connery et Shelley Duvall. Et dans une séquence burlesque du film réalisé par le célèbre groupe britannique, les Monty Python, évidemment, Robin des Bois vole les riches pour donner aux pauvres et se réapproprie le butin distribué ensuite. Donc il fait de la pub, mais en fait, c'est pour lui l'argent. Et je terminerai par le meilleur, parce que pour moi, c'est quand même, il y a un classement, parce que des films, il y en a au moins des centaines, mais pour moi, c'est le meilleur. C'est en 2015, le Robin des Bois, la véritable histoire, d'Anthony Marciano, avec Max Boublil et Patrick Timsit, et l'excellent Harry Habitant, et Géraldine Nakache, et Malik Bentala, le fameux, tous ces grands acteurs français qui font vraiment la joie des petits et des grands. Donc voilà, donc ce gros navet qui a fait un flop, heureusement pour nous, parce que sinon on aurait encore eu une suite où on aurait encore dû subir cette équipe de Branque.
Donc voilà, donc tant mieux, ça s'est ramassé et on est bien content. Et voilà. Et puis une petite aussi, on peut citer Zorro pour terminer, qui est vraiment lui le Robin des Bois mexicain, l'adaptation mexicaine du mythe de Robin des Bois. Je n'ai pas cité 2 films, voilà, parce que qui sont pourtant de bons films et de bons exemples. Car mon ami Joe va vous en parler. C'est évidemment La Rose et la Flèche. Magnifique film. Et le Robin des Bois de Mel Brooks. Magnifique film. Et justement, magnifique. Soit, mais qu'en est-il, mon ami Joao? Magnifique film. Donc là, on va commencer. Il est bloqué. Attendez, je le relance. C'est bon. Merci. Donc, La Rose et la Flèche, effectivement, un film de Richard Lester qui a fait un peu des Superman et pas les meilleurs. Non. Donc, ils sont sympathiques. Oui, sympathique. Si on est tendre, tu es plus tendre avec ces Superman de Richard Lester que tu ne l'es avec ce superbe La véritable histoire de Robin des Bois. Oui. Tout à fait. Mais Lester a fait aussi je l'ai pas vu. Il a fait la suite de Conan. Et le Conan le Destructeur. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, je te crois là-dessus. Oui. Eh bien, écoute, en tout cas, probablement son meilleur film, c'est ce fameux La Rose et la Flèche. Alors, tu as parlé de Sean Connery avant. Oui. Dans Bandit Bandit. Eh ben, il joue le rôle de Robin des Bois dans La Rose et la Flèche. Tu as parlé avant d'un film qui démarre avec la mort de Richard Cœur de Lion. Eh bien, cette idée est reprise de ce fameux film La Rose et la Flèche, puisque c'est le premier film qui nous dépeint un Robin des Bois un peu réaliste. Le début, d'ailleurs, s'ouvre sur la prise du château de Chalut, donc je crois que c'est près de Limoges, en France, et c'est vraiment censé être en France, puisqu'il y a eu beaucoup de guerres avec nos amis anglais, 30 ans, 100 ans, etc. Et donc, Robin des Bois est vieillissant. Alors, on sait quel âge il a exactement, puisque Richard Lester avait l'âge qu'il donne à ses personnages, c'est-à-dire 44 ans au moment de tourner le film. Et donc, ils ont 44 ans. Mais 44 ans Moyen-Âge, c'est pas 44 ans maintenant. Oui. Donc, c'est 72 et surtout, ans. c'est des soldats, c'est des gens qui combattent, un peu comme dans le film que tu as cité, le dernier, le Robin des Bois de Ridley Scott. Oui. Sauf que c'est encore plus réaliste dans le sens où cette première scène, tout le monde est pâteau, les soldats du château sont mal entraînés, Robin des Bois, il en peut plus, donc tout est lent, tout a l'air mal fait, il y a des gens qui trouvent ça mal fait, mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est réaliste. Les combats, d'ailleurs, quand on connaît un peu le Moyen-Âge, étaient des combats lents et âpres, et on a fait des tests. Avec les épées de 50 kilos. Tout à fait, et les armures, et les aumes, etc., et les boucliers. C'est un coup par minute, quoi. Alors déjà, il y a ça, mais il faut savoir une autre chose, c'est que si vous tombez par terre, vous étiez mort. Ah ouais, c'est fini, vous vous relevez pas. Mmh. C'est un peu comme quand une moto tombe, vous la relevez pas comme ça. Exactement. Pour faire une analogie avec le présent, ceux qui connaissent un peu les motos, même sans connaître, quand une moto est à terre, c'est pour ça qu'un accident de moto, c'est très compliqué. Pour la relever, alors si en plus vous êtes en dessous, bonne chance. Et ben c'est la même chose un peu avec ces grandes armures. Donc ils vont pas jusque là dans le film, mais c'est le premier film qui suggère ça, qui montre ça et qui montre quand même. En gros, pour faire simple, les mecs en ont marre. Non, nos amis Robin des Bois, Petit Jean, etc., ils veulent rentrer chez eux. Robin des Bois, tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Donc Richard Cœur de Lion meurt, les croisades, c'est du passé, l'aventure, c'est du passé, et il va rentrer chez lui où il retrouvera Marianne, qui s'est convertie à la religion, qui est super religieuse. Donc, c'est un peu la fin des haricots. Voilà, je m'arrête là pour pas révéler tous les tenants aboutissants du film. Mais en tout cas, sachez que Marianne, c'est Audrey Hepburn, et que, sans révéler à la fin, je peux dire que Richard Lester a été très délicat, puisqu'entre ces deux personnages, il n'y a pas vraiment de scène d'amour, on ne sent pas forcément le fort amour qui les lie, et pourtant c'est le cas. Il repousse en fait cette scène d'amour entre les deux jusqu'à la fin du film. Et à la fin du film, que je ne vous le révèle pas, enfin, il met une très belle scène d'amour, un peu, je révèle un petit peu, je dis, elle est tragique, mais c'est d'une très grande beauté. Comment Richard Lester d'un coup a fait un tel film, on ne sait pas. Parce que Richard Lester, c'est plutôt des films justement un peu enlevés, un peu. Je pense que c'est un film très personnel pour lui, puisqu'il a donné, comme je le disais avant, son âge au protagoniste. Et c'est un des meilleurs rôles de Sean Connery et peut-être même d'Audrey Hepburn, un film un peu inconnu. C'est vrai qu'il n'a pas des moyens énormes, mais comme il montre un Moyen Âge un peu cassé, un peu réaliste, un peu lent, un peu dur, un peu où tout le monde a envie de souffler. Finalement, moi, je trouve que ça passe très bien. Sautons du coq à l'âne avec notre ami Mel Brooks. En plus, à la pause, on va vous faire écouter une petite chanson qui a à voir avec le film dont je parle maintenant, qui s'appelle
en français Sacré Robin des Bois, et qui s'appelle en anglais Robin Hood, Men in Tights, les hommes en collant. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un film qui parodie principalement 2 autres films, à savoir le très récent, puisqu'il surfait là-dessus à l'époque, puis c'est un film de 93, donc il surfait directement sur Le Prince des voleurs, le Robin des Bois avec Kevin Costner, donc Christian a parlé avant. Et bien entendu, il surfait avec le Robin des Bois les plus connus de tous les temps, et à juste titre pour moi, celui de Michael Curtis, donc Christian a aussi parlé, avec l'inénarrable Errol Flynn, qui d'ailleurs a fait un autre film, je voulais juste le dire, avec Michael Curtis, que je trouve superbe, méconnu, Dodge City, un western totalement à part dans l'histoire du western. Donc avec Errol Flynn à sa petite moustache, c'est très étrange, il joue un mec dur, et il est formidable là-dedans, alors qu'on le voit toujours en charmeur dragueur, ce qu'il était dans la réalité, ce bon vieux Errol Flynn. Comme beaucoup. Oui, oui, Cary Grant. Non, mais il y en a qui ont une vie de famille très tranquille. Oui, hein. mais bon, tu le sais, toi, même dans la musique, etc. Genre, on parlait de Bohemian Rhapsody. Oui. Queen, ils ont une vie très tranquille. Alors que Rolling Stones, c'est la fête tous les Mercury soirs. qui était dans l'excès à fond, mais les autres, oui, c'était pépère. Donc ça arrive aussi dans le cinéma. Mais Errol Flynn, bon, il est connu pour... Il est connu pour la boisson et les excès avec les femmes. Enfin bon. Un peu comme toi, Strasbourg. C'est un peu ça. Je suis Errol Flynn strasbourgeois. C'est un compliment pour moi. J'adore vraiment Errol Flynn. Je reviens à nos moutons. Donc les Men in Tights, les hommes en collant. Donc évidemment, c'est une référence à ce film parce qu'ils étaient tous en collant dans ce film avec Errol Flynn de Curtis de 38. Et le film fait des gags très gras. Hein. Je l'ai revu avant. Voilà. Non mais là, je l'ai revu pour cette émission. Bon, j'avoue que t'entends, j'allais faire autre chose parce que t'as vu un gag, tu les as tous vus. Il y a par exemple un personnage qui s'appelle Blinkin, donc clignement Dieu, clignotant Dieu en anglais. En français, il s'appelle Mirette. C'est parce que c'est un personnage aveugle et donc il y a des blagues parce qu'il est aveugle, donc il se prend des statues dans la tête. Il croit qu'il y a un personnage est d'un côté et puis il est de l'autre. Enfin bon. De nos jours, on ne peut pas faire ça parce que c'est l'humour potage de Mel Brooks. Oui, mais c'est l'humour potage de Mel Brooks. Sauf que c'est encore un film où je me dis souvent, on n'oserait plus faire ça parce que c'est la discrimination envers les aveugles quelque part. Voilà. Ouais. Et c'est pareil avec les Africains-Américains, ils ont tous des rôles de mecs cool ou de rappeurs parce qu'il y a du rap dès le début. Ah ouais. Donc ils rappent dans les bois. Il faut que je et donc on se dit ok, c'est tiré d'une certaine réalité, mais c'est bien cliché. Et c'est vrai que maintenant je me suis dit ouais bof. Après il y a des gags superbes par contre, et ça c'est assez étrange. Pour un film très potage, comme je disais. Par exemple, il y a un gag très bon où, comme le personnage principal, Robin des Bois, est joué par Cary Elwes, que Cary Elwes est un acteur anglais, à un moment dans le film, il arrive à se foutre de la gueule de tous les Robin des Bois de l'histoire avant lui. C'est quand même un tour de force en disant une simple phrase que j'adore. Alors, en français, il dit moi, je ne suis pas un prince des voleurs. Voilà. Mais ce qu'il dit en anglais, il dit moi, au moins, contrairement à tous les autres, je peux parler avec un accent anglais. Ah ouais. Et ça, c'est très très drôle. Ouais. Puisqu'en fait, alors, évidemment, ça a été fait par les Américains, ça a été fait par les Italiens, ça a été fait par tout le monde, sauf les Anglais. Donc, pour une fois, il y a un acteur anglais qui joue le rôle d'un Anglais. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux le voir en VO. Et c'est pour ça que tous les films vaut mieux les voir en VO. Il faut tous les voir en VO, mais alors, c'est vrai que il faut connaître l'histoire du cinéma, parce que sinon cette blague-là, on la comprend pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut connaître l'histoire du cinéma. C'est un cinéma assez référencé. Mel Brooks, quand il parodie certains films, comme il l'a fait aussi pour Star Wars, il y a aussi effectivement plein de clins d'œil à d'autres films. Il s'auto-parodie. Un peu cinéphile pour apprécier. Il faut être très cinéphile. Je vais en citer une autre. Ouais. À un moment, il veut sauter sur un cheval, Robin des Bois, et il n'arrive pas. Il se prend le cheval dans la tête. C'est absolument pas drôle. Mais ce qui est drôle, c'est qu'après, il y a un compagnon, un mort, une fois de plus, africain-américain dans la réalité, qui a le rôle un peu du comic relief, comme il dit, il s'appelle Hachu, donc tout le monde lui dit à tes souhaits tout le film, voilà, c'est pas drôle du tout, mais voilà, ça c'est les blagues nulles. Par contre sur le cheval, il se prend le cheval, il n'arrive pas à monter dessus, et là Hachu, il dit White Man Can Jump, et White Man Can Jump, c'est un film de basketball. Oui. Donc là, c'est très précis. Je sais pas d'où c'est venu. À mon avis, c'est une blague de plateau, voilà. Ouais. Donc, on est partagé sur ce film. Il y a 2-3 références. Il y a des blagues assez marrantes qui vont un peu loin. Comme on n'en fait plus, et là je le déplore avec des allusions un peu faux-folles. Il y a 2-3 originalités. Il y a des gags très lourds. Par exemple, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que le moine, normalement, donc évidemment chrétien, il a été remplacé par Mel Brooks, qui est juif, et du coup, il a décidé, donc il fait de l'humour par rapport à lui également. Lui, c'est le rabbin Tuckerman. J'ai trouvé ça énorme. Donc, il arrive avec du vin béni. Et puis on lui dit peut-être tu pourrais nous aider à bénir et peut-être un peu de ton vin. Et il dit je peux pas et tout. Il dit
Ah mais attendez, dans la forêt, il y a des rochers, il y a des arbres, on va tout bénir. Et on va bénir jusqu'à être... alors j'ai pas compris le mot, c'est du yiddish, donc ils disent des mots yiddish. Et ça c'est très drôle, parce que c'est complètement décalé. Surtout quand on sait, lui, son origine ethnique, on va dire, puisque donc c'est un New-Yorkais juif. Ouais. Et du coup, il joue aussi là-dessus. Donc quand on connaît Mel Brooks lui-même, l'homme dans la vie, c'est 3 fois plus drôle. Donc ça, je trouve ça super. Cette espèce de gag à triple entrée, on va dire. Et puis ce qu'il aime bien, parce qu'il a fait aussi surtout sur la scène et dans oui, c'est film, ça. C'est les extraits, c'est les moments de musical. Tout à fait. Alors, j'allais terminer avec ça. Tout à fait. Puisque on va mettre cette petite musique pour la transition entre les deux parties. Donc restez bien avec nous. On va parler des sorties. On a vu plein de films. J'ai eu plein d'avant-premières. Oui, voilà, c'est ça. On va parler aussi de Visconti. Voilà. On va parler de Visconti. Excellent. Et on va parler également du film dont on a parlé il y a 2 semaines. Les animaux de Grindelwald. Ouais, un jour tu vas y arriver. C'est les animaux fantastiques. Bon, les animaux fantastiques 2. C'est ça, voilà. Donc pour finir sur notre ami Robin des Bois, ce qui est très agréable aussi avec Mel Brooks, c'est que moi j'aime pas du tout les comédies musicales. Mais Mel Brooks, c'est de temps en temps une petite chanson. Donc au début il y a un rap. Au milieu il y a la fameuse chanson qu'on va passer là tout de suite dans quelques minutes, Men in Tights, qui est très drôle si vous comprenez les paroles en anglais. Et donc Mel Brooks, comme dans Les Producteurs par exemple, qui est son film souvent considéré le meilleur artistiquement. Ouais. Toi, tu aimes beaucoup Frankenstein Junior, The Young Frankenstein, je crois. The Young Frankenstein. Voilà. Qui est excellent. Et ben il a ces petits moments de comédie musicale, de musical même, et pas forcément drôle, mais bien fait, rythmé. Et du coup, je trouve au moins ce qu'on peut laisser à Mel Brooks. Moi, j'aime bien Mel Brooks. Je pense que vous l'avez senti. Oui. J'aime bien Mel Brooks. Et puis, j'adore le fameux humour juif new-yorkais. Oui, ça existe pour y avoir été. Et c'est très drôle. Eh ben, Mel Brooks, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un nouveau Mel Brooks. J'aimerais bien que ça revienne. Des films sympathiques, sympatoches, comme tu dirais. Parce que la comédie de nos jours est assez restreinte. Donc oui, j'ai eu un petit coup de nostalgie. Voilà, c'est la petite remarque personnelle. Oui, c'est vrai, j'aime bien Mel Brooks. Voilà. Replongez-vous en tout cas dans certains films de Mel Brooks. Voilà, c'est ça. On fait un peu de pub pour Mel Brooks s'il nous entend. To Be or Not To Be ou Frisson ou Frankenstein Junior, je vous les conseille. Voilà ceux qu'on a c'est vrai que plus on avance dans le temps, moins ils sont bons. Prenez les 4-5 premiers. Là, genre la parodie de Star Wars, il suffit de voir une demi-heure et puis vous avez tout vu. Spaceballs, donc pour vous dire le titre, tout est dit. Ouais. Donc, voilà, donc en tout cas, je vais conclure sur le fait que Robin des Bois est vraiment, comme tous ces grands héros qui traversent le temps, un héros vraiment multifacette. Puis c'est assez intéressant de voir que c'était un personnage secondaire d'Ivanhoe à un moment et que maintenant il est beaucoup plus connu qu'Ivanhoe, je veux dire. Et puis qu'on va avoir des adaptations, à mon avis, encore. Moult. Je pense que ça ne démode pas, quoi. Oui. Ça se réactualise. Non, mais c'est intéressant de voir ça parce que il y a des héros comme Ulysse qui sont moins adaptés ces derniers temps, mais qui reviennent régulièrement. Il y en a qui sont plus modernes, comme mon ami James Bond, et qui va durer encore dans le temps. Et quand on cherche, on se dit que, par exemple, Indiana Jones, tout le monde se pose la question, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer ? Christian me fait non de la tête. Non, ça suffit. Voilà. Alors qu'on se dit que Robin des Bois, pourquoi pas ? On se retrouve tout de suite après, justement pour savoir si on va aller voir le nouveau Robin des Bois. Et on va parler de plein d'autres films, dont un de mes réalisateurs préférés, Visconti. Tout de suite, Christian, qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute justement la chanson du film Men in Tights Song. On y va, c'est parti. Avec une petite intro. Voilà. I mean, these are hard to get on. Let's face it, you got to be a man to wear tights. Will, how many seams? Perfect. Every time. We're men in tights. We roam around the forest looking for fights. We're men in tights. We run from the rich and give to the poor, that's right. We may look like sissies, but watch what you say or else we'll put out your lights. We're men in tights. Always on guard, defending the people's rights. La 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 We're men, manly men.
C'était donc Men in Tights, Bah voilà, de la tout est dit. les hommes en collant de la bande originale Voilà. du film Sacré Robin des Bois en français. Alors on saute vraiment du coq à l'âne, hein, Ah ouais. puisque j'avais déjà parlé de l'innocent à cette antenne, je continue dans mon exploration des grands classiques de Luchino Visconti. Pour moi, dans mon top 10 des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Pas que pour moi. Oui, Ouais. parce que beaucoup. il a un peu tout fait. Il a sa période où il parlait vraiment des pêcheurs, des gens pauvres qui immigrent à Milan, comme le film avec Delon, Rocco et ses frères. Et puis il a sa fameuse période qui est plus ou moins bien aimée d'ailleurs, très esthétique, mais qui est magnifique et encore magnifique. Et un de ses plus beaux films est Mort à Venise. Alors Mort à Venise. On n'a pas trop le temps de développer. C'est un film qu'il faudrait développer sur 3 jours en colloque. Pas en colocation, dans un colloque. Dans un colloque. Je dis Oui. ça pour les- Non, Je c'est pas une plaisante. abrégation. Je parle correctement français. En conférence, si vous préférez. Et Mort à Venise, donc, ça raconte l'histoire qui est adaptée du roman de Thomas Mann, Mort à Venise aussi, d'un compositeur, Aschenbach, qui est un peu malade du cœur et qui donc va se reposer à Venise. Mais en fait, ce n'est pas du tout repos, puisqu'il se pose beaucoup de questions sur son métier, sur l'art, sur ce qu'est la beauté. Il a des débats avec son collaborateur, qui est, on nous le suggère, probablement son amant. Et il se retrouve à Venise donc pour se reposer et réfléchir à la beauté, à l'art et d'où est-ce que ça vient. Et c'est là qu'il tombe sur le fameux Tadzio, enfin, comme ils disent dans le film, Tadziu, puisqu'en fait c'est une famille polonaise. Et c'est un jeune garçon, hein, donc entre la prépuberté et la puberté, blond, donc c'est un acteur suédois dans le film, et blond, les yeux bleus, avec un visage de jeune éphèbe, puisque ça fait référence, alors c'est pas directement dans le film, mais on en parle dans le roman, ça fait référence à la Grèce antique, et donc à ses amours entre hommes, mais de manière subtile, comme on ne sait plus faire de nos jours, une fois de plus. Voilà, je vais faire mon réel du cinéma. vieux. Mais oui, mais parce que ça parle très bien du narcisse, de l'art et de l'homosexualité. Et c'est des sujets que je pense qu'il faut traiter avec sobriété, délicatesse, ou alors de l'humour, mais ça c'est autre chose. Là, je parle d'un film sérieux. Et surtout, sans parti pris trop au stabilo-boss, j'ai envie de dire. Et dans ce film, c'est le cas. C'est vraiment très beau et c'est très osé. Je pense qu'on n'oserait plus faire ça de nos jours. Et puis de l'autre côté, ça pose la question du narcisse et donc de l'art et de l'artiste qui se regarde lui-même. Donc tout ça est abordé avec différentes strates, avec beaucoup de subtilité, bien sûr, par Visconti. Et en même temps, Visconti étant de souche noble et un peu coco, il préfère être du côté, on va dire, des gens sans le sou que les autres, alors qu'il vient d'une grande famille noble, de haute noblesse italienne, de Milan. Eh bien, il avait un petit mépris pour nos amis bourgeois. Et en fait, on le voit beaucoup dans L'Innocent dont j'ai parlé il y a 2 semaines, je crois. Et là, on voit poindre ce début de description de ce monde bourgeois, de cette future mondialisation qu'il a vraiment vu dans ce film de 71-73, où il y a des panoramiques très longs sur tous les gens dans les salons, dans le Grand Étole des Bains à Venise, qui a fermé ses portes. Je l'ai vu de mes yeux. Il est en réfection en ce moment. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Donc sur le Lido à Venise. Et ces panoramiques, alors comme je l'ai revu au cinéma, là je les ai vraiment eus en pleine face, j'ai envie de dire. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a autant de panoramiques ? Et là, comme j'ai vu L'Innocent il n'y a pas longtemps, je me suis dit, c'est une subtile critique de la bourgeoisie et de ce que nous on appellerait la mondialisation, puisque dans ces hôtels de luxe, il y a quoi ? Il y a des Polonais, il y a donc lui, il est allemand, Aschenbach, ils parlent tous anglais, il y a des Italiens, il y a des gens de un peu partout. Et donc, il sent déjà poindre ça, Visconti. Il le déplore déjà, et ça, je trouve assez fort. Donc, il y a une critique un peu sociopolitique. Et puis surtout, donc, je reviens à l'art. L'art, est-ce que l'art, c'est quelque chose... Et la beauté, donc, est-ce que c'est quelque chose qui surgit de soi-même ? Ça, c'est l'avis de son compagnon dans le film. Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire à force de travail, de labeur ? Voilà. Donc, il n'y a pas forcément de réponse dans le film, mais il y a beaucoup d'indices. Et puis, à la fin, comme le film procède par flashback, et à un moment même par fantasme, hein, il fantasme des choses qu'il fait, pour aider Tadzio, puisque en fait le choléra asiatique va s'abattre sur Venise. Eh bien, on le voit fantasmer. À la fin, on ne sait plus qu'est-ce qui est fantasme, En gros, c'est comme du David Lynch, mais en mieux géré, j'ai envie de dire, dans le sens où Et Lynch, moins arty.
moins arty. Ouais, c'est-à-dire que Lynch, lui, il l'a dit lui-même, hein, il écrit un scénario normalement et ensuite au montage, il coupe dans tous les sens pour que ça donne quelque chose qui le sente bien. Il dit qu'il n'a pas d'idée préconçue. Hein. J'ai un interview que j'avais vu et c'était intéressant. Bon, Visconti, lui, au contraire, c'est une machine très réglée. Hein. Mais à la fin, il y a une scène à la fin où on voit un appareil photo sur la plage où il y a Tadzio tout seul qui semble montrer quelque chose de hors champ. Et cette caméra qui symbolise évidemment le cinéma que réalise Visconti, Tadzio semble nous montrer que les choses sont hors du champ du cinéma. On ne sait pas trop, il n'y a pas de réponse, mais c'est ça qui est beau. Mais en tout cas, à la fin, Visconti nous dit très clairement, regardez, oui, je me regarde moi-même, mais je sais que je le fais. Donc oui, il y a un côté où il parle de lui-même étant lui-même homosexuel, narcissique, mais avec du recul, avec de la tendresse pour lui et pour les autres, et aussi avec ce sentiment que le monde va changer et va basculer dans quelque chose de totalement matériel, ce qui est le cas des années après. Donc il y a des multiples couches et c'est un film incroyable. Dernier mot pour parler évidemment de la forme de l'esthétique de ce film qui est magnifique, mais ça, il faut le voir. Donc un film qui parle très bien, bah oui, je peux pas le dire à l'antenne. Voilà, ouais. Et puis je vais surtout tendre la perche à mon ami Christian, Oui. puisqu'il y a un autre film que tu as trouvé qui parle bien d'homosexualité, Subtilement, et c'est bien un peu trop subtilement. rare. Donc, Mais attention, on va Mais- quand même tomber dans un autre registre, mon tout ami à fait. Joao. Oui, c'est un film qui n'a rien à voir. Voilà. apparemment. Bon, donc je veux parler des Animaux Fantastiques, le 2, la suite. Oui, parce que moi, je l'ai vu, donc, et je suis là pour vous en parler, les amis, pour vous le conseiller, parce que c'est un film qui est divertissant et agréable. On n'est pas du tout au même niveau que le film de Visconti, évidemment. Là, c'est du cinéma de divertissement. Les images ne sont pas aussi léchées. Voilà, le réalisateur c'est David Yates, est un bon faiseur, mais c'est pas du tout un grand réalisateur. Mais l'histoire se tient, et évidemment, voilà, je sais que maintenant, là, les Animaux Fantastiques va se décliner sans doute en 5 films. Le premier présente les personnages, il est très 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 bien aussi, très sympathique. Et le deuxième, lui, va installer ce qui va sans doute être donc la grande histoire de la magie. Voilà, ça commence en 1927. Ensuite, voilà, nous sommes au début aussi un peu des crispations en Europe et notamment en Allemagne, en Autriche, voilà. Et c'est un film qui est un peu ancré dans cette époque et qui, on le ressent bien. Et pour revenir à ce que tu disais, mon ami Joao, oui, l'homosexualité, et cette fois-ci est avérée, puisque Dumbledore, on l'apprend, est homosexuel. Mais ça, c'était J.K. Rowling qui nous l'avait déjà dit pendant l'écriture de Harry Potter, c'était déjà sous-tendu. Et là, nous apprenons qu'il y a eu donc une histoire d'amour avec le méchant du film, Grindelwald, interprété par Johnny Depp, Dumbledore interprété par Jude Law. Voilà. Et je voulais juste revenir sur ça. J'ai pas envie de faire la critique du film. Allez-y si vous avez si vous avez vu le premier surtout, hein, et les Harry Potter. Hein. C'est très important. Si vous n'avez pas vu Harry Potter, les 8 Harry Potter et le premier, vous n'allez rien comprendre du tout. C'est hyper référencé. On peut pas aller le voir comme ça par hasard. C'est comme maintenant avec les derniers Avengers. Si vous y allez comme ça voir la partie 2, sans avoir vu aucun Avengers derrière, vous allez avoir du mal. Et ben là, il en est de même. Donc pour les connaisseurs, allez-y. C'est un film, un bon divertissement. Et je voulais juste terminer avec l'homosexualité. Et là, qui est assez subtilement qui est évoqué. On parle justement à Dumbledore, on dit mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas combattre Grindelwald puisque vous êtes quand même le plus grand sorcier du monde. Il dit je ne peux pas parce qu'on s'entendait très 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 bien, nous avons fait un pacte à l'époque et on lui posait la question bon mais vous étiez c'est ça comme des frères. Et il dit non nous n'étions pas comme des frères, on était vraiment plus que des frères. Et voilà. Et donc on les voit l'un en face de l'autre et puis effectivement ils se prennent la main ou se la touchent. Donc voilà, le film n'est pas un film pour les enfants, je vous le dis aussi, hein, parce que là je vais vous spoiler une petite scène dès le début. Grindelwald et son équipe tuent une famille et également un enfant en bas âge, donc qui a 2-3 ans. Et il y a des scènes assez violentes, non, mais ça reste quand même familial, mais c'est un peu plus âpre que ce que je pensais et je vous le conseille. Voilà, j'en ai terminé. On va pas en dire plus sur les Animaux Fantastiques 2. C'est pas la mort à Venise. Alors, on peut passer à autre chose. Mais c'est mieux que ce qu'on pourrait penser apparemment. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, oui. D'accord, superbe. Ouais. Dernier mot sur Mort à Venise, puisque tu me redonnes la perche, si j'ose dire, que je t'ai tendue. Oui. Je n'ai pas parlé du fait que le personnage est inspiré aussi de la vie de Gustave Mahler
et qu'il y a la fameuse 5e symphonie de Gustave Mahler qui revient, qui est magnifique. Et ça, c'est parce que la plupart des autres critiques et analystes de films vont vous en parler. Si vous regardez sur Internet, il y en a 300 000 qui parlent de ça. Pour avoir fait des recherches, je peux vous le certifier. Donc voilà, j'ai passé là-dessus, mais je suis bien conscient que cette musique est magnifique. Et je l'écoute en boucle à chaque fois que je revois le film, d'ailleurs. Voilà, alors, maintenant, on va passer à la petite rubrique, la petite rubrique des avant-premières. Donc, je vais parler rapidement de 2 avant-premières que j'ai vues. Donc, il y a Pupille, le film de Jeanne Herry, donc la fille de Julien Clerc et Miu Miu. Et elle a fait un nouveau film, Pupille, qui parle d'un petit bébé qui est donc une pupille et qui a 0 ans. Et de 0 ans à 2 mois, on essaie de placer cet enfant puisque sa mère accouche aux X et le laisse comme ça. Et donc, on voit un petit peu tous les gens qui s'occupent de ça. Alors, c'est un film très social français, donc on peut s'y attendre. Donc, ma critique négative, c'est que dans les films très sociaux français, bon, pour être proche de l'émotion, on a décidé d'être proche du sujet, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui va de soi. On a l'impression que ça marche, c'est-à-dire je filme très près un visage pour capter l'émotion. En fait, on peut faire un plan large au cinéma en faisant autant d'émotions. Ça dépend comment c'est fait. Voilà, je ne m'étends pas sur la technique du cinéma par rapport à ce film. Il est quand même bien réalisé. Moi, j'aime beaucoup Jeanne Herry, surtout que c'est la seule réalisatrice, ou même réalisateur d'ailleurs, que j'ai vu 2 fois dans l'avant-première. Elle est très intéressante, donc je conseille au moins d'y aller en avant-première pour elle, si vous avez la chance. Alors, c'est passé à Strasbourg, mais peut-être dans une autre ville. Et c'est un film, alors, je dis juste une chose, le grand point fort du film, à part qu'il y a un peu trop de personnages, parce qu'elle va absolument tout raconter, bon, c'est Gilles Lellouche, que je trouve plutôt moyen en général. Et là, Gilles Lellouche a trouvé son rôle. C'est-à-dire que son côté très viril à la française, il joue quelqu'un qui s'occupe d'un bébé, ça marche parfaitement. Pendant tout le film, j'étais sous le charme, je dois l'admettre. Donc, s'il y a une raison d'avoir ce film, je ne pensais pas que je dirais ça un jour, c'est Gilles Lellouche, donc vraiment bravo à lui. Oui. Non, vraiment, hein, ça vaut la peine. En ce moment, il y a... Bon, moi, j'ai un souci avec ce genre de film. Juste. Oui, vas-y, parce que moi, je dis quand même d'y aller. Hein. Voilà. Donc, c'est un avant, j'y vais pas, on n'y est pas encore. D'accord, c'est ça. Mais il sort le 6 décembre. Ah, voilà. Mais c'est vrai que c'est un film plutôt positif. Et en ce moment, il y a une sortie là, une ribambelle de films qui vont sortir là, 3-4 qui sont des films sociaux, tout ça, et que comment on dit, des feel good movies. Alors celui-là, il est positif, mais plus réaliste. Il y a des moments. C'est pas le pire. Je parlais surtout du film de Cairon et tout ce truc-là. Mauvaise herbe. Mauvaise herbe. Qui est actuellement à l'affiche. Voilà. J'ai du mal avec ces films qui font un peu pleurer en fait, qui sont un peu des films un peu voilà. On romance quand même un peu ces histoires. C'est-à-dire que les gens qui adoptent là sont géniaux. L'assistante sociale elle est géniale. Alors que la réalité est beaucoup plus âpre que ça, tu vois. C'est que ça reste quand même mais ça reste un film, donc c'est fait pour ça. Alors, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de sorties, mais je précise juste pour Pupille, ce n'est pas le cas. D'accord. Ce n'est pas le cas. Il y a des moments, par exemple, le début du film, Gilles Lellouche, il veut tout plaquer. Il veut arrêter. Okay. Donc déjà, ça commence pas très bien. Et Sandrine Kiberlin, qui est quelqu'un qui est accro aux bonbons. Donc ça c'est génial. Pour une fois, on voit quelqu'un d'accro dans un film, mais pas à la drogue, aux cigarettes, au sexe. Non, un truc auquel beaucoup de gens sont accros dans cette société. Le sucre. Et ça, c'est génial. Et Jeanne Herry, on a très bien parlé. Elle cherchait une addiction. Et quand elle a trouvé le sucre, elle dit c'est super. Donc, on la voit manger des petits crocodiles tout le film. Et c'est super. C'est que des gens qui souffrent. Et dans cette souffrance, ils essaient d'aider les autres. Donc là-dessus, non, c'est pas justement. Après, c'est un peu positif quand même. Mais il y a Élodie Bouchez aussi. Mais Élodie Bouchez, en fait, on voit sa vie changer pendant le film. Et c'est pas toujours cool. Et du coup, voilà. Mais je gage que les autres films dont tu parles, oui, ça risque d'être un peu feel-good movie. Autre avant-première que j'ai vu Edmond, qui lui est un feel-good movie, donc voilà, pour avoir une petite transition. Alors Edmond, c'est l'histoire d'Edmond de Rostand quand il écrit Cyrano de Bergerac. Alors là, en fait, il a totalement romancé. Donc, il y avait Alexis Michalik, à qui j'ai pu poser la question directement, à quel point c'était romancé. Et ben, c'est quasi totalement sa réponse. Donc, il y a un tenancier de café, qui vient des colonies françaises, qui est d'origine africaine, subsaharienne. Donc, en fait, on voit sur son visage, qu'il est noir et que tout le monde est blanc, pour faire simple. Et du coup, cette différence qu'on voit sur son visage aurait inspiré Edmond Rostand pour le nez de Cyrano de Bergerac que tout le monde voit. Et il y a plein de petits parallèles comme ça. Il a inventé le personnage d'une costumière, etc., etc. Donc, au fond, on s'en fait donc c'est tiré de sa pièce.
mais il a toujours voulu faire un film, en fait, inspiré de Shakespeare in Love qu'il avait vu il y a longtemps. Et il s'est dit, il faut faire la même chose avec un auteur français. Et Edmond Rostand, quoi. Voilà, donc Edmond Rostand, au final, Cyrano de Bergerac est la pièce française la plus jouée de tous les temps, donc devant Molière et compagnie. Donc c'est assez incroyable. Il faut le savoir, c'est assez incroyable, Cyrano de Bergerac. Moi, j'adore cette pièce. Bah, alors, le film, par contre, il tombe dans plusieurs gags en dessous de la ceinture. Par exemple, il croise Antoine Tchekhov dans un bordel, une séquence que je trouve parfaitement inutile. Le film est filmé en fait un peu comme du Michael Bay, donc il adore et il a expliqué la technique, faire des panoramiques intérieures, c'est-à-dire il tourne autour des personnages, circulaires si vous préférez. Voilà. Il fait ça à la Steadicam, on se croise dans du Michael Bay de temps en temps, on ne sait pas pourquoi ça tourne autour des personnages, sauf que ou du Lelouch. Ah, alors c'est marrant ce que tu dis, Christian, puisqu'il y a quelqu'un dans la salle qui a dit ça me fait penser à Lelouch, il a dit c'est un compliment. Bah pour moi non. Ouais, parce que Lelouch il fait toujours ce plan. Non, à chaque fois, c'est inutile et pour moi ça rend l'émotion diffuse. Pour avoir l'émotion d'un personnage. Bah quand t'as envie de vomir, l'émotion devient diffuse. Hein, parce que quand ça tourne tout le temps comme alors, ça, quand c'est Michael Bay, Transformers, etc. Bon, ok, sauf que Michael Bay il le fait aussi dans la scène où les gens se parlent. Et là on se dit bon, à la limite c'est Michael Bay, le mec est à fond. Mais dans un film où c'est encore plus choquant dans un film où c'est pas tout le temps le cas. Parce que Michael Bay, c'est tout le temps. Un champ contre champ, il connaît pas Michael Bay. Mais Alexis Michalik, lui, il en fait de temps en temps quand ça lui fait plaisir, on a l'impression, parce qu'il a le matériel. Je sais que tu es attentif à ça et moi aussi. C'est qu'à un moment, quand il y a une caméra qui prend un point de vue spécial, c'est pour dire quelque chose de spécial. Pour dire quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, où un éclairage, pareil, doit raconter une histoire, un plan doit raconter une histoire, une musique doit raconter une histoire, n'est pas juste illustrative normalement. Bon, moi là, on est foutu parce que Hollywood surtout, elle est très illustrative. Oui. Mais voilà, et donc si effectivement la caméra tourne autour des personnages et que ça ne veut rien dire et que c'est un effet de style, ben là, je sais qu'on est foutu. Tout à fait. Et là c'est un peu foutu. Il y a aussi des plans faits sur une grue, ascendant-descendant. En gros, il plaque les techniques qu'il a vues chez Jeunet avec Amélie Poulain. Depuis qu'il a fait Amélie Poulain, tous les films un peu dans ce genre-là, mignons, qui racontent une histoire sympa dans un Paris d'il y a 100 ans ou d'il y a 50 ans. La même esthétique. La même esthétique. Bon. Parce qu'il a trouvé une belle esthétique. Voilà. Comme quand Matrix sort, tout le monde fait après le bullet machin là. Exactement. Et les motion stop machin ou stop motion. Bon, super. Voilà, donc finalement un film divertissant, mais si vous voulez voir la vie de Cyrano de Bergerac, bah justement, c'est pas pour rien que j'allais commettre cet impair. C'est parce que en fait, il plaque l'histoire de Cyrano de Bergerac sur la vie d'Edmond Rostand. D'accord. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Samu, c'était sa femme. Il a toujours été avec elle. Il l'a probablement jamais trompée, ce qui n'est pas le cas non plus dans le film, mais il n'avait pas d'attirance pour d'autres femmes. Enfin, donc c'est un peu trop romancé, moi, ce genre de film. J'ai ri quelques fois. C'est un film bien fait, de bonne facture, agréable pour les familles, divertissant, mais voilà. Donc il sort en janvier prochain, mais je le conseille pas forcément, sauf si vous avez rien d'autre à faire. Alors ensuite, les avant-premières à venir. Il y aura Les Confins du Monde en présence de Guillaume Niclou, le réalisateur, et l'acteur Gaspard Ulliel, ce jeudi le 29 à 19h30. 20h15, pardon, à 20h15 au Star Syntex. Et le même jour à 19h30, il y a Le Petit Fugitif, qui est un très vieux film des années 50 en noir et blanc, qui a inspiré notamment John Cassavetes. Dimanche prochain à 10h, donc avant d'écouter notre émission, vous pouvez amener vos enfants pour une surprise pour Noël au Star Syntex aussi, avec une animation. Il y aura des brédeleux et des décos de Noël. Voilà, c'est super. On se réjouit. À l'Odyssée, il y a toujours le cycle du cinéma ukrainien, donc qui continue. Donc, si vous avez un moment pour le voir, alors il passe pas beaucoup les films, donc c'est toujours difficile, mais au moins l'Odyssée nous fait l'amitié de passer des films un peu inconnus de terre lointaine. Et puis il y a Le Regard d'Ulysse, donc de Théo Angelopoulos, qui passera le jeudi 29 novembre à 20h10 et il dure 2h50. Voilà, je dis ça au cas où vous n'avez pas trop de temps. Alors, l'UGC, très rapidement, il y a Astérix et le secret de la potion magique, dimanche prochain à 11h. Mais n'y allez pas à 11h, écoutez notre émission. Et ensuite, il y a une autre séance à 14h15. Donc, écoutez l'émission, mangez, et après, vous pouvez aller voir Astérix et le secret de la potion magique. D'ailleurs, la prochaine émission parlera de ça, puisque la prochaine émission parlera des BD franco-belges. Voilà. Adapté au cinéma. Donc, écoutez l'émission là-dessus, puis ensuite, vous pouvez aller voir Astérix en connaissant bien le sujet. Il y aura Les Veuves de Steve McQueen, lundi 26 novembre, toujours à l'UGC, c'est-à-dire demain, 19h45. Sauver ou périr à 19h50 aussi. Et puis mardi 27 à 19h50, Lola et ses frères. Et également Casse-Noisette et les 4 royaumes.
Et vendredi 30, Rémi sans famille. Ce qui me permet de faire un pont très facile sur le... Et pour terminer l'émission, j'y vais pas. Alors, j'y vais pas. Alors, Quel grand moyen. Quelle grosse prod, cette émission. Superbe production. Donc, on a 3 minutes pour faire le j'y vais pas. Oh, alors, c'est ça. parti. Les Veuves de Steve McQueen, dont il y a Oui. l'avant-première lundi. Oui, moi j'y vais pas. Film de braquage Oui. avec des nanas. Avec des nanas. Voilà, ça c'est typique le truc, le patch. On a Ouais, fait un c'est patch. ça. Ouais, non, sur, moi, elles vont jouer un rôle de mec en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Donc c'est pas un vrai film sur les femmes à mon Non, avis. non, C'est non, non. Puis 12 Years a Slave, moi j'ai pas aimé. Non. Je m'étends pas, mais j'ai pas aimé. Alors, ensuite, il y a Casse-Noisette et les 4 royaumes. Ah oui, Une histoire avec une clé, une nana qui s'appelle Clara, un royaume avec des flocons de neige, des fleurs, des friandises, et Oui, un bon, 4e c'est le- royaume. Enfin bon, Comme d'hab, le Casse-Noisette, tutti quoi. frutti, Bah, ça, c'est un Hansel et peu, Gretel. c'est un peu pour les petits enfants. Ouais, Donc moi je n'y vais pas non plus. J'ai pas beaucoup, j'y vais pas. ouais, réalisé Ouais. par Lars Hallström, qui a fait plein de films sur moyen, un peu de romance, et qui avait fait pourtant Gilbert Grape, Ouais. donc qui était assez prometteur, et Joe Johnston, Ah, qui a fait oui, Captain America, Captain le America. premier, Le voilà. premier qui n'est pas Bon, bon. donc ça va pas être terrible. Non. Alors, parce que Marvel, il y a une formule, donc Oui, quel que soit le réalisateur, oui, en fait, ouais, bon. C'est même les meilleurs réalisateurs comme Kenneth Branagh qui a fait le Thor 1 qui font les moins beaux films. Ouais, parce Donc qu'ils c'est essaient. bizarre. Ouais, ouais. Ouais, on ne sait pas. Ils ne se conforment pas assez au canon. Alors un film français, Ah. Sauvé au périr. Moi j'y vais, ça a l'air bien. Un film sur un pompier, ça a l'air vraiment Ouais, poignant. c'est très- Le bon film français poignant. Non, mais celui-là j'y vais aussi. Ouais. En tout cas, la bande-annonce donne vraiment envie. Et puis Pierre Ninet a pris du muscle. Ouais. Et Pierre Ninet a pris du muscle. Et j'adore Anaïs Desmoustiers. Pierre Ninet est bon et il va être Ouais. de mieux en mieux. Ouais, au début j'avais des craintes et c'est vrai que Mais parce qu'il était un peu maniéré, qu'il avait toujours Ouais, le même un peu le ouais. rôle, et du coup il était un peu ce côté vraiment, tu sais, un peu intellectuel français. parce que c'est un fils d'eux comme on dit. Hein. Il Ouais, est totalement voilà. du milieu, Voilà, mais il va peut-être être bien du milieu. Parce que être un fils d'eux, ça peut avoir ses avantages. C'est-à-dire Bien on sûr. connaît les codes. Normalement, tu devrais être trop fort. Ouais, ouais. Il y en a tellement qui sont nuls qu'on Nul. ne peut pas leur pardonner. Là, quoi. non, là, Donc je lui, Ouais, je suis comme toi, je trouve Ouais. de mieux en mieux. je dis oui. Alors, un film que, à mon avis, tu vas y aller, Le Grinch. Oui, alors le Grinch, oui, bien sûr que je vais y aller, hein, c'est vraiment incroyable. Je pense que ça va être un chef-d'œuvre, donc je vais y aller. En fait, pas du tout. Évidemment, non, je vais pas y aller. Pour moi, c'est un sous Étrange Noël Monsieur Jack, un sous Shrek, un sous tout. Ça prend toutes ces vieilles recettes, à des gags éculés. Ouais. Bon, allez, tu t'ennuies, ton enfant est là, il a 7 ans et demi, tu peux l'emmener. Mais moi, mes enfants ont 19 et 16 ans, donc je n'ai pas à voir le Grinch. D'accord, donc pas le Grinch. Non Grinch. Alors, la question du jour, puisque l'émission parle de Robin des Bois, irais-tu voir le nouveau Robin des Bois avec Jamie Foxx et Taron Egerton? Eh ben, écoute, moi j'ai l'impression que je vais y aller. Tu es tenté. Oui, je suis tenté. Tu es tenté. Est-ce que tu étais allé voir le Excalibur de Guy Ritchie, c'est un peu le même genre de film qui Alors, relie l'histoire complètement, qui la modernise. J'étais tenté, mais finalement, non. Finalement non. Non. D'accord. Alors Voilà. ensuite, nous avons le dernier film de la liste Ouais. qui est Diamantino. Alors là, je vais dire un peu ce que c'est. Ouais. C'est un film foufou, l'histoire d'un footballeur et puis finalement il perd son talent et là il part dans des hallucinations faux folles et le film a l'air totalement psychédélique. En gros, c'est un mélange entre, je sais pas moi, la vie de Sébastien Deisler, pour ceux qui connaissent le foot, un grand footballeur qui à un moment a été dépressif, et Pink Floyd. Ah ouais, c'est ça. Bah alors pour l'aspect Pink Floyd, The j'y Wall. vais, mais voilà, non, mais ça c'est un film justement qui est pour un certain public, quoi. Donc on peut pas vraiment l'utiliser, voilà, aller le voir comme ça. Il faut vraiment, à mon avis, c'est vraiment le type de film. Il faut vraiment y aller en étant conscient de ce que tu vas voir, pour pas avoir de mauvaises surprises, quoi. Donc pas évident, on va dire, mais intéressant. En tout cas pour les cinéphiles. Pas pour la plèbe. Ah. Oui, effectivement. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. L'émission touche à sa fin. On a vu ensemble Millennium. Donc, on a fait une critique exhaustive que vous pouvez retrouver sur le Facebook fin de séance. Ouais. Et sur YouTube aussi, j'imagine. Allez, Christian, on tente un truc. Oui. 20 secondes pour nous parler Millennium. 20 secondes, Millennium. Alors c'est cool. Vous allez voir, on n'est pas d'accord, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est un bon divertissement. J'étais pris en haleine. Il y a eu des incohérences, évidemment. Ce n'est pas super bien réalisé, mais je trouve que allez-y, allez-y. À toi.
10 secondes. Donc, Eh bien, moi, je trouve que c'est un film qui, au début, commençait bien, et puis finalement, c'est beaucoup trop américanisé, ça part dans tous les sens. On a l'impression de voir du sous Jason Bourne, et voilà. mais c'est quand même assez Allez-y pour divertissant. vous rendre compte vous-même. Déjà, il ne marche pas Tout du tout, à je vous le dis fait. tout de suite. Hein, c'est un flop, mais les box-office, c'est désastreux. Oui, mais Christian est tendre. Alors, Christian, on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Voilà, et on va parler de BD franco-belge, et donc pour la sortie d'Astérix. Et là, je peux dire de que ça Rémi va être Astier. incroyable parce que des adaptations, elles sont toujours très pas bien pour parler correctement le français. Et on termine avec une chanson. Vas-y. Donc voilà, une chanson d'un Robin des Bois, le Robin des Bois Ridley Scott, une version live de Hans Zimmer. Superbe. Voilà. Donc je la lance, elle est là, elle arrive. Profitez-en. Et À la semaine prochaine. bientôt.